Bonjour et shalom pour cette nouvelle édition de notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous nous penchons aujourd'hui sur un sujet de brûlante actualité en essayant de tirer quelques leçons du blocage politique et institutionnel en Israël, consécutif au deuxième scrutin législatif organisé dans le pays donc le 17 septembre dernier, en moins de 6 mois, lequel n'a, semble-t-il, fait qu'aggraver l'impasse politique dans laquelle se trouve plongé Israël. Alors, quelques références et précisions avant de débattre avec notre invité de cette semaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les blocages constatés au soir du 9 avril dernier, date du précédent scrutin législatif, se sont cette fois singulièrement approfondis, puisque Benny Gantz, du parti bleu et blanc, avec ses 33 députés, n'a pas vraiment gagné ces élections, pendant que Binyamin Netanyahou du Likoud ne les a pas vraiment perdus avec ses 32 députés. En effet, aucun bloc, ni celui de la droite mené par le Likoud, totalisant 55 mandats parlementaires, ni le bloc du centre et de la gauche qui en totalise 54, avec les partis arabes, ne dispose d'une majorité minimum de 61 députés pour pouvoir former toute seule une coalition gouvernementale. Deuxième observation, c'est la raison pour laquelle le président de l'État, Reuven Rivlin, qui a rappelé combien le pays était désabusé et de plus en plus lassé par cette impasse politique qui dure depuis de longs mois, eh bien, c'est pour ça que Rivlin a voulu pousser Netanyahou et Gantz à former un gouvernement d'union nationale, un objectif qui semble assez compromis. En effet, on est loin de pouvoir sortir rapidement de cette impasse, de ce scrutin, car, comme l'ont fait remarquer la presse israélienne et la plupart des analystes de la scène politique nationale, les nombreux barrages à la mise sur pied de ce gouvernement d'union ont très vite surgi. Au cœur des contradictions à surmonter par chaque côté, s'il avait voulu siéger dans le même gouvernement, d'abord le fait que Netanyahou, de son côté, ne pourra guère gouverner avec Gantz s'il tient à maintenir son bloc de droite, où le Likoud a passé une alliance avec les partis religieux et Yamina. Et ensuite, le fait que, de son côté, Gantz devra, pour sa part, nécessairement renoncer, ou aurait dû nécessairement renoncer à sa promesse faite sans cesse auprès de son électorat pendant ces 2 campagnes électorales, selon laquelle il n'acceptera jamais, avait-il dit, de gouverner aux côtés d'un Netanyahou susceptible d'être inculpé par la justice dans 3 affaires de corruption. Troisième remarque, outre les importantes divergences politiques et idéologiques existantes entre Gantz et Netanyahou, se greffe de surcroît un autre sujet épineux et problématique, le fait que le procureur général du parquet israélien, Avichai Mandelblit, pourrait au final décider d'inculper Netanyahou dans l'une des affaires de corruption élucidées par la police. Si bien que le parti bleu et blanc, on en revient à la remarque d'il y a un instant, dont les 4 leaders ont répété depuis ses créations, voilà 8 mois, qu'ils ne siégeraient pas dans un gouvernement aux côtés d'un Netanyahou inculpé, eh bien, n'aura aucune raison de trahir sa promesse. Le parti bleu et blanc tiendra en principe cette promesse. Et ce, même si au plan strictement juridique, il faut préciser que la loi fondamentale sur le gouvernement autorise un Premier ministre inculpé de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à son éventuelle condamnation par la justice. Donc c'est en raison de cette condition dite éthique avancée par le parti bleu et blanc et entrée au problème juridique de Netanyahou qu'une autre question épineuse se pose. Si Netanyahou était finalement inculpé, Gantz et ses amis auraient pu ou pourraient décider d'abandonner le gouvernement ou l'idée du gouvernement d'union. Un barrage encore plus complexe que ces méandres juridiques qui sont un peu exagérés par la presse israélienne. On a appris ces derniers jours que Gantz avait mis ou aurait mis sur la table, dans ses entretiens avec Netanyahou, une série d'exigences dites laïques, assez semblables à celles d'Avigdor Lieberman et de Yair Lapid, le numéro 2 de Bleu et Blanc, concernant la place de la religion dans la vie publique, en demandant notamment que les transports publics et les supérettes des quartiers fonctionnent le Shabbat, qu'on instaure des mariages civils dans le pays, qu'on applique telle quelle et sans changer la nouvelle loi sur la conscription dans le Tsahal, et aussi qu'une solution, entre guillemets, équitable soit trouvée pour répartir les espaces de prière au Kotel devant le mur occidental en vieille ville de Jérusalem. Autant de revendications qui posent un gros problème au Likoud et surtout à ses partenaires des partis religieux au sein du bloc de la droite. Bref, Israël ne semble pas en mesure de sortir rapidement de ce que j'appellerais une auberge électorale, si bien que malgré l'énorme ras-le-bol d'une grande partie de l'opinion, le pays pourrait très bien être obligé de se retourner une 3e fois aux urnes dans quelques mois, du jamais vu en Israël. Dernière remarque et autre signe structurel inquiétant, le seul vivier, et c'est pas seulement dans cette période, mais on le voit particulièrement en ce moment, d'où viennent les nouveaux politiciens du pays, reste encore et toujours Tsahal. Or, ce blocage chronique, fauteur de corruption,
d'abord dans les grands partis lors de leurs élections primaires, tout comme l'urgence d'une réforme du mode de scrutin, ce sont des sujets qui n'ont pas du tout été abordés lors des dernières campagnes électorales et encore moins maintenant au cœur de la crise, car ce sujet est devenu le serpent de mer de la scène politique nationale. Et ce, bien qu'il existe depuis 20 ans à la Knesset un comité pour la réforme électorale censé résoudre certains problèmes en donnant une véritable constitution au pays. Eh bien, aucun politicien de premier plan ni aucun grand parti n'ont initié ce changement et en parlent actuellement. Alors, justement, pour en parler ensemble aujourd'hui, au studio Qualita, se trouve à mes côtés Léon Rosenbaum. Bonjour. Bonjour et shalom. Léon, vous êtes avocat au barreau de Jérusalem et aussi cofondateur en 1990 de l'édition française, à mes côtés, du Jérusalem Post, un titre francophone qui vient malheureusement de disparaître pour des raisons financières voilà quelques mois, après 30 années, presque 30 années de parution. Vous dirigez actuellement, animez aussi le site en français d'analyse et d'opinion sourceisraël.com. Alors, la question qui va démarrer notre réflexion, c'est de vous demander si vous pensez, comme envisageable, que les citoyens israéliens risquent d'être une nouvelle fois appelés aux urnes pour un troisième scrutin législatif en moins d'un an, ce qui battrait des records d'instabilité politique ou gouvernementale, comme ceux de la 4e République française et du système parlementaire anarchique de l'Italie, qui laissent en fait ensemble la libre voie au règne, ce que je crois que c'était De Gaulle qui avait dit, le règne des partis. Oui, je pense que ça n'est pas à exclure désormais, vu les contradictions que manifestent les deux grands partis qui ont gagné les élections ou qui ne les ont pas tout à fait gagnées ni tout à fait perdues l'un comme l'autre. Je pense qu'on ne peut pas exclure la possibilité d'une troisième élection qui deviendrait cette fois, j'espère, définitive. Je pense qu'il est essentiel déjà à ce stade de notre entretien d'insister sur un point. Vous avez évoqué la 4e République française et le système italien extrêmement instable sur le plan parlementaire. Mais il faut remarquer que même le régime de la 4e République et même l'État italien qui effectivement souffrent, ces deux régimes souffraient d'instabilité, n'empêche pas le déploiement, le fonctionnement de l'État. Et c'est le cas d'Israël. Et précisément, l'État d'Israël fonctionne, et d'une certaine façon, fonctionne beaucoup mieux que certains régimes européens actuels. Au cœur de la crise politique. Exactement. Il ne faut pas oublier qu'il y a derrière les élus politiques, il y a toujours l'administration, la haute administration, avec des fonctionnaires qui tiennent la barre de l'appareil de l'État. Alors, c'est vrai qu'il y a un manque. Il faut qu'il y ait une direction politique élue et qu'elle tienne le coup et qu'elle puisse se déployer. Mais après environ 10 ans de stabilité à la tête du pays, on voit bien que l'État fonctionne, l'armée fonctionne, les transports publics fonctionnent, il n'y a pas de troubles à l'ordre public majeurs. Et comme en Europe ou en France. Comme en Europe, par exemple. Et par conséquent, il faut toujours limiter la tendance à l'exagération. La dramatisation. La dramatisation d'une certaine presse. Alors, il y a tout de même... il va quand même falloir qu'on trouve une solution. Un blocage institutionnel, tout de même. Ce blocage institutionnel vient essentiellement d'une situation, à mon avis, exceptionnelle, d'une part, et d'autre part, d'un problème de fond dont nous allons parler éventuellement tout à l'heure. Alors, outre ce dangereux décalage qu'on signalait dans un autre entretien entre ce système génère entre ce qu'on pourrait appeler le pays légal, c'est-à-dire justement les institutions ou la classe élitiste des politiciens professionnels qui sont assez coupés du public, et le pays réel, c'est-à-dire les citoyens du rang, qui se désespèrent de ce vase clos partisan et des affaires de corruption au niveau de l'État. Le plus grave, n'est-ce pas le rôle disproportionné, justement, en Israël, des petites formations sectorielles
défendant les intérêts de leurs seuls électeurs, soit ce fut dans un temps le lobby agricole. On a aujourd'hui le parti russophone de Lieberman qui se prend pour un faiseur de roi, parce que toutes les cartes sont dans sa main, alors qu'il n'a que 5 ou 10 députés. Enfin, il y a eu 5 députés le 9 avril, il en a 8 aujourd'hui, mais c'est lui qui mène la danse. Ou alors les partis ashkénazes et séfarades, et qui, en fait, toutes ces petites formations oublient l'intérêt national et marchant de leur participation conditionnelle dans des coalitions éphémères de 61 députés maximum sur les 120 de la Knesset. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là, justement, ce que nous disions tout à l'heure, le blanc-seing, la carte blanche qui est donnée aux petits partis pour mener la danse? Alors, je crois qu'il faut vraiment, dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire la situation actuelle, mettre en lumière la situation particulière qui résulte... Exceptionnelle, vous disiez. Oui, oui, exceptionnelle de M. Lieberman. Pourquoi ? Eh bien, parce que M. Lieberman, si son parti s'est fondé au départ sur les immigrants de l'ex-Union soviétique, je crois, et en particulier la différence de résultats entre ces deux tours, si j'ose dire, montre bien qu'il n'est pas exclu que d'autres mécontents se soient agglomérés à son vote en raison de ces manipulations, de ces votes, de ces, je dirais, de ces hatsagot, de la manière dont il a... ces mises en scène. Ces mises en scène, exactement. Démagogiques, souvent. Alors, il est vraiment très rare qu'une personne dise avant le premier tour qu'elle allait soutenir Netanyahou et avant le second tour qu'elle allait soutenir son adversaire, et puis finalement se retire plus ou moins en disant « j'exige un gouvernement d'union nationale ». Tout cela, c'est d'une certaine façon des exercices qui sont inhabituels dans la vie politique d'un pays. Et c'est pas tous les jours qu'on rencontre un leader politique qui est, disons, d'une variabilité insoupçonnable et surtout imprévisible. Mais on avait dit de lui avant les élections, si je me rappelle bien, du 9 avril, qu'il attendait de savoir qui aurait l'avantage pour marchander avec lui, donc son appui, et donc rentrer dans la coalition soit de Netanyahou, soit de Gantz, mais à condition qu'il y ait une rotation et qu'en fait, lui qui n'aurait que 5 ou 10 ou 8 députés, ce qu'il vise en fait, c'est la présidence du Conseil, c'est d'être Premier ministre. Donc c'est un faiseur de roi qui veut être roi lui-même et qui donc manipule. Et alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme on est à nouveau devant une impasse, alors certes, il a 9, ou plutôt 8 députés, on a gagné 3 sur un électorat sans doute israélien, comme vous l'avez dit, qui est venu le retrouver parce que il parle haut et fort. Mais l'idée, enfin cette manière de se démarquer qu'il a, c'est bien, semble-t-il, pour pouvoir être un peu la carte de recours si tout le système se bloque. Il pourrait, il pense, il imagine pouvoir être Premier ministre, même par rotation, avec 8 députés seulement. Est-ce une chose possible ? Non, c'est absolument inconcevable, à mon avis. Mais tellement de choses inconcevables peuvent se réaliser en Israël qu'il ne faut pas l'exclure absolument. Mais en tout cas, ce que je voudrais mettre en exergue, c'est que cette situation n'est pas normale. C'est-à-dire, on n'a pas vu jusqu'à présent un leader politique, même s'il n'a que 8 députés, comme vous dites, c'est tout de même un leader politique important. Quoi que nous en disions, quoi que nous puissions dire aujourd'hui sur ces manipulations. Et on n'a jamais vu un leader en Israël qui soit aussi imprévisible. Et c'est cela aussi qui a créé cette crise. Il faut tout de même le souligner. Ça n'est pas la seule raison, nous allons y revenir. Alors, selon vous, à quoi est due cette instabilité politique institutionnelle chronique
d'Israël, qui s'illustre entre autres par le fait qu'en 71 ans, il faut quand même rappeler ce chiffre, Israël a connu 35 gouvernements successifs, soit une durée moyenne, bon c'est théorique, parce que c'est une durée moyenne assez préoccupante de 2 ans seulement par gouvernement, une moyenne mathématique, avec toutes les graves conséquences d'inefficacité, d'instabilité que cela emporte. Alors il y a eu 21, là ce sera la 22e Knesset, parce que les législatures, c'est pas les gouvernements, mais quand même c'est un chiffre hallucinant, surtout dans un pays qui reste toujours en état d'urgence depuis 1948, qui a connu en 7 décennies plus d'une quinzaine de guerres et d'opérations militaires d'envergure. On croit rêver. Comment c'est possible, une telle valse des gouvernements ? Bon, d'abord, il faut pas, là encore, il faut pas se laisser impressionner par la moyenne. Il faut rappeler que M. Netanyahou dirige le pays depuis une bonne dizaine d'années et qu'il y a là, au contraire, une très grande stabilité. Une continuité, en quelque sorte. En tout cas, une très grande continuité. Décrire Israël comme un pays instable politiquement ces dernières années, ce serait une description fausse, partielle, tout simplement. Non, inexact, puisque en réalité, depuis une bonne dizaine d'années, le régime est resté extrêmement stable. Le régime et les institutions sont quand même grippées. Alors, mais, il est nous ne sommes pas un pays ordinaire, nous savons tous. Nous sommes au milieu du Proche-Orient, au milieu de pays hostiles, avec une grande puissance mondiale qui s'appelle l'Iran, qui ne cesse de parler de notre destruction et de joindre l'acte à la parole en installant des proxys tout autour du pays et non seulement mais avec des armes et des moyens considérables. Et nous ne laissons pas faire, nous intervenons, parfois de manière ouverte et parfois de manière dissimulée, cachée. Et tout cela avec un régime qu'il est difficile de maintenir en réalité, puisque notre population est hétérogène. Non seulement nous avons la population arabe qui constitue 21% de la population et qui pose un problème sur lequel nous allons revenir, oui. Mais aussi toutes sortes de communautés qui ont elles-mêmes des conceptions du monde, un passé, une vision de l'avenir qui n'est pas toujours la même. Et de la vie publique, en l'occurrence. Et surtout de la vie publique. Alors, dans l'une de vos récentes analyses sur cette crise institutionnelle, vous mettez justement en avant le rôle négatif et déstabilisateur du leadership arabe israélien, je dis bien des leaders, et pas des Arabes citoyens israéliens. Ce leadership arabe israélien qui est représenté à la Knesset et qui a fait un score assez fort, puisqu'il est passé de 10 députés obtenus le 9 avril à 13 aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ce rôle négatif et déstabilisateur ? Bon, alors d'abord, il faut simplement remarquer que le leadership arabe à la Knesset, d'une façon générale, au cours des dernières années, est devenu beaucoup plus extrémiste. Nous avons toutes sortes d'exemples. Azmi Bishara, par exemple, qui a été, lorsqu'il s'est trouvé convaincu de trahison avec le Hezbollah, d'espionnage au profit d'une organisation terroriste extrêmement dangereuse, a préféré quitter le pays alors qu'il était à la Knesset, il était véritablement une vedette, tête de proue, une vedette, une figure de proue, absolument. D'une part, mais ce qu'il faut aussi remarquer, c'est le ton général non pas tous les députés arabes, mais d'un grand nombre d'entre eux, d'un nombre appréciable d'entre eux, qui, à l'étranger, n'hésitent pas à venir dans des meetings de soutien à des organisations telles que BDS, par exemple, qui ont pour but carrément la destruction de l'État d'Israël. Et par conséquent, il y a un déséquilibre institutionnel entre des gens qui sont appelés à devenir des législateurs, qui sont des législateurs de l'État juif souverain, et qui, par ailleurs, n'hésitent pas à entreprendre des actions d'éclat contre l'État lui-même. Et par conséquent, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Ben justement, j'ai sous les yeux une citation
prononcée par le député Ahmed Tibi de la liste arabe unifiée, qui fait partie de ceux qui ont recommandé il y a quelques jours Benny Gantz au poste de Premier ministre à Rivlin. Il a dit ceci: certaines personnes pensent que nous, les Arabes de ce pays, sommes l'arrière-pays de l'État d'Israël. Nous ne sommes pas une arrière-cour, nous ne sommes pas des absents présents, nous ne sommes pas des invités, nous sommes les propriétaires de cette terre. Et c'est assez puissant. Pas des résidents de ce pays. Nous n'avons jamais émigré ici, nous sommes nés ici, nous sommes une population autochtone, et cette population autochtone nous a envoyés pour changer les choses. Fin de citation. Alors c'est très simple, nous voyons bien que ce qui est en cause ici, c'est la légitimité même de l'État juif souverain dans son pays, Eretz Israël. Et on pourrait dire à la limite qu'il y a deux légitimités qui s'affrontent, mais nous, qui avons étudié l'histoire et qui savons exactement l'enchaînement des faits, nous savons parfaitement que la légitimité palestinienne est une invention qui date des années 60 du XXe siècle par le KGB. Alors que, encore en 1925, oui, défilaient des Arabes dans Jérusalem pour exiger le raccordement du pays à la Syrie. Ce qui signifie qu'en fait, leur démarche était purement musulmane. Pan-arabe et... Pan-arabe. En aucun cas nationaliste palestinienne, dont personne ne parlait, dont personne n'évoquait même seulement l'existence. Et certainement pas parmi les Arabes qui habitaient le pays. Alors, est-ce que ce problème va se résoudre, peut-être grâce à l'émergence qu'on n'entrevoit pas vraiment en ce moment, d'un autre leadership arabe qui s'occupera des besoins de ses électeurs, d'équipements, d'infrastructures, et qui fera moins de manifestations de nationalisme pro-palestinien? Ou alors, au contraire, dans le contexte régional et de montée des tensions, est-ce que ça ne va pas encore s'exacerber, ce décalage entre la masse des Arabes israéliens qui se trouvent très bien en Israël et qui savent très bien de quel niveau de vie ils jouissent est incomparable par rapport à la situation d'autres pays arabes alentours, et le leadership qui est devenu extrémiste? Est-ce qu'on va aller vers plus d'extrémisme ou peut-être un tournant où d'autres leaders apparaîtront? Alors c'est un peu difficile à dire, parce que vous avez raison de souligner que la grande masse de la population israélienne arabe a très bien compris ce qu'elle a à perdre si les choses vont sur leur aire, et qui en réalité ont parfaitement compris que leur niveau de vie et leurs conditions de vie et leur représentativité à la Knesset sont des biens inestimables pour eux. Et le jeu démocratique israélien. Et le jeu démocratique authentique. Mais il y a un chiasme, une dichotomie de plus en plus accusée entre ce que les élus arabes font à travers le monde et la pensée réelle, semble-t-il, de la plupart des Arabes israéliens. Alors, la réponse, me semble-t-il, doit être nuancée. S'il n'y avait pas un soutien démesuré de l'Occident au mythe palestinien. Et à toutes les revendications. Depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, eh bien, les élus arabes à la Knesset feraient leur travail. Seraient moins agressifs et seraient moins portés à tenir des discours tels qu'ils les tiennent, surtout dans l'arène internationale. Mais d'autre part, si la Cour suprême d'Israël était beaucoup plus précise quand elle interdisait les listes de concourir simplement aux élections et vérifiait de manière beaucoup plus stricte les tendances anti-israéliennes, contraires à la vocation d'un État juif souverain qui accepte, bien entendu, des minorités. Et qu'elles soient représentées. Et qu'elles soient représentées, eh bien, nous n'en serions pas là non plus. Oui, il faudrait un double effet pour que les choses s'améliorent.
D'abord que les Européens cessent de soutenir à fond tout ce qui est anti-israélien, et je parle de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne dans une certaine mesure, des pays nordiques. Tous ces gens-là qui se sont pris pour la lumière du monde, en réalité, entraînent le monde entier, mais c'est un autre sujet, mais nous entraînent dans une situation de plus en plus tendue. Exacerbée. Alors, quelles seraient, sur un plan plus général, les diverses situations envisageables pour remédier à cette situation de cercle vicieux et pernicieux? Certains ont dit en vue de fonder la Seconde République israélienne sur la base d'une autre règle du jeu public, c'est-à-dire un autre système, et ce qui doterait donc le pays peut-être d'un autre système politique ou du moins d'un autre système électoral plus efficace et à la hauteur de tous les nombreux success stories de l'État hébreu dans bien d'autres domaines, parce qu'on a l'impression qu'il y a un décalage entre la réussite d'Israël dans tous les domaines scientifiques, économiques, social, démographiques, même, et aussi culturels et international, et ce système politique qui date d'il y a 71 ans et qui semble gripper la machine. Alors, est-ce qu'il y a des solutions ? Bon, alors, je crois que c'est un sujet que nous avons déjà abordé. Oui, mais peut-être là, à la lumière de cette crise, on voit que la crise est tout de même arrivée comme une sorte, on dit en hébreu, sauf adhérer, c'est la fin d'une sorte de logique dans un système qui tient pas le coup. D'abord, on peut envisager, bien entendu, un scrutin par circonscription, qui en général favorise le parti les plus importants et leur donne un avantage sur les petits partis. Le pullulement des petits partis. Il écrase les petits partis et en général, il permet une décision beaucoup plus rapide et beaucoup plus claire à chaque scrutin électoral. Le problème avec cette division du pays en circonscription, c'est d'abord le gerrymandering. Qu'est-ce que c'est que le gerrymandering ? C'est la possibilité de trafiquer sur la carte des circonscriptions et compte tenu de la population et du type de population. Et ça demande un travail considérable pour que ce découpage électoral n'emporte pas déjà des avantages pour les uns et pas pour les autres. Et des inconvénients pour les autres. Et il a fallu d'énormes travaux en France, et ça, on en discute encore, et bien entendu aux États-Unis. Et on remarque d'ailleurs que, par exemple, aux États-Unis, lors de la dernière élection du présidentielle, Trump n'a pas remporté le plus grand nombre de voix. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier ? Et pourtant, tout le monde est d'accord pour reconnaître la légitimité de l'élection de Trump. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'un pays a besoin d'une tradition pour la désignation de ses responsables politiques. Non, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je vous interromps parce que pour vous, on est plus à fond, non pas de tout révolutionner et de passer de la proportionnelle intégrale par liste, scrutin de liste, qui est un mode hyper idéologique qui exacerbe le rôle des petits partis et qui, du point de vue de l'électeur, lui donne le choix non pas de ses dirigeants, mais de choisir pour un parti, c'est-à-dire une idéologie. Et est-ce qu'on ne pourrait pas panacher ça, c'est-à-dire faire que peut-être on garde, par exemple, sur les 120 députés de la Knesset, le système national de la proportionnelle intégrale pour 60 députés, et on crée par contre, pour les 60 autres, des circonscriptions qui permettraient de panacher la chose et de faire émerger. Parce que l'un des avantages du scrutin proportionnel majoritaire, c'est qu'il permet l'émergence de cadres locaux, de députés qui sont responsables devant le peuple et qui ont des comptes à rendre au peuple. Dans le système actuel, ceux qui sont sur la liste des partis, en fait, se battent dans leur parti pour être aux meilleures places. Et puis, une fois élus, ils n'ont
aucun compte à rendre aux citoyens, et c'est encore les partis ou le parti qui mène la danse. Et c'est ce qui exclut d'ailleurs de la vie politique les citoyens du rang qui ne se sentent pas représentés et qui renvoient dos à dos la droite, la gauche, etc. et qui sont mécontents. Est-ce qu'on ne pourrait pas panacher? Ce ne serait pas une idée? Regardez, c'est une idée généreuse, peut-être intéressante. Je doute qu'elle soit réalisable dans les années qui viennent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Prenez l'exemple de la réforme qui est intervenue il y a une dizaine d'années, de l'élection du Premier ministre au suffrage universel. On a instauré une nouvelle chose, c'est ça? Voilà. Il y a eu une réforme importante. Il s'agissait de donner plus de pouvoir, justement par rapport au système actuel, au Premier ministre, en le faisant élire directement par les citoyens. C'est bien que le jour du scrutin, les électeurs ont mis, comme dans les municipales, si j'ose dire, un bulletin pour désigner leur député ou leur parti et un bulletin pour désigner qui sera le Premier ministre. Exactement. Eh bien, cette réforme n'a pas tenu le coup. Et pourtant, elle s'imposait. Il est évident que, avec l'évolution du régime et du temps et la montée en puissance de l'État d'Israël, le rôle du Premier ministre n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans un régime super parlementaire. Oui, on voulait aller vers un régime plus présidentiel. Plus présidentiel. Bien qu'il ne s'agisse pas du président, mais du Premier ministre. Oui, mais le Premier ministre devient le personnage central dans la vie politique, c'est une évidence. Par conséquent, cette idée était d'une très grande logique. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Alors pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, précisément pour les raisons que je vous ai exposées. À savoir, les pays, chaque État démocratique a besoin de sa coutume. Or, une coutume qui a déjà 70 ans s'est imposée dans le pays et c'est elle qui confère la légitimité aux élus et au système et au Premier ministre. Et par conséquent, vouloir la modifier, c'est porter atteinte d'une certaine façon à la légitimité de ce qui se passera après. Ça c'est la raison coutumière, comme on dit en droit, mais il y a une autre raison, si je me souviens bien, de l'expérience de 95, c'était 96, pardon, après l'assassinat de Rabin, cette élection entre le Premier ministre Netanyahou et Shimon Peres. Eh bien, l'autre raison, plus prosaïque, c'est que comme les Israéliens, on leur avait donné la possibilité de voter pour le numéro 1 qui allait diriger le pays, le Premier ministre, président, entre guillemets, eh bien, ça a eu pour effet que dans leur vote à la Knesset, ça a fragmenté encore plus. La Knesset précédente, il y avait, je crois, 12 partis différents. Et à cause du fait qu'ils se sentaient libérés d'un choix fatidique, eh bien, il y a plein de petits partis qui se sont créés. Et à la Knesset qui a suivi cette double élection, il y avait 17 fractions parlementaires au lieu de 12. Donc ça a été, si vous voulez, en quelque sorte... c'est paradoxal, cette chose-là, parce que ça aurait dû, au contraire, unifier et ça a diversifié. Ça veut dire que l'État d'Israël n'est pas ni la Hollande, ni les Pays-Bas, ni la Suisse. Ça veut dire que l'État d'Israël, c'est le rassemblement des exils juifs après 1900 ans d'exil. Et par conséquent, chaque pas en avant ou chaque modification du système politique est dangereux. Et on ne sait pas exactement quel va être l'effet. Vous avez raison de dire que l'idée de l'élection du Premier ministre au suffrage universel aurait dû aller dans le sens de l'unification, et il s'est passé le contraire. Parce que, d'abord, le peuple juif n'est pas sensible à la sociologie. Ça, c'est une première vérité que Manitou Zichro Livracha nous a enseigné depuis longtemps, que la sociologie ne marche pas avec le peuple juif. Par conséquent, toutes les règles que nous avons apprises concernant les autres peuples ne s'appliquent pas. Alors, un autre angle pour terminer, puisqu'on s'approche de la fin de notre entretien, même si ce match nul du 17 septembre a mis une deuxième fois cette année le pays face donc à un assez grave blocage institutionnel, qu'il ne faut pas exagérer, mais dont personne ne sait trop comment sortir, en voyant les choses de manière un peu plus profonde. Et justement, y compris avec les apports de réflexion
en pensée juive de Manitou, et même donc au plan spirituel, le fait qu'aucune des trois grandes tribus d'Israël, si on peut dire, c'est-à-dire ni le camp nationaliste de la droite, ni le camp humaniste cosmopolite du centre et de la gauche, ni le camp religieux, celui des partis brandissant la Torah, eh bien, le fait qu'aucune de ces tribus n'ait pu avoir le dessus sur les autres, à 2 reprises, et peut-être on verra s'il y a une 3e élection, est-ce que ça ne dévoile pas en fait le processus universel et j'allais dire pas sectaire qui se joue vraiment en Israël avec le retour des Juifs dans le long exil passé pendant presque 2000 ans? J'entends d'une certaine manière, il y a eu 2 matchs nuls parce que ce qui est en jeu, c'est une unification à un autre niveau qui n'est pas celui de la politique politicienne, c'est de pouvoir finalement gouverner le pays avec des tribus différentes. Probablement. Toute cette situation de blocage probablement va nous porter à une élévation de la pensée. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer. Alors justement, je pourrais appuyer un petit peu cette réflexion qui est d'un autre ordre, mais qui complète un peu notre parcours plutôt politique. J'ai sous les yeux un texte écrit par Olivier Cohen en France qui commente les élections. Olivier Cohen anime un groupe de juifs français et de non-juifs qui se sont intéressés depuis quelques années à la pensée de Manitou. Et il fait venir des gens d'Israël. Et il a écrit ceci, enfin des rabbins pour former ce groupe assez étonnant qui s'est créé à Paris depuis 5-6 ans. Et il dit ceci à propos de l'élection. Sous le titre « L'incertitude domine, l'universel se dévoile », voilà ce qu'il écrit. À preuve qu'il a bien intégré la pensée de Manitou, qu'il n'a pas connue, mais qu'il a étudié avec ses milliers de cassettes. Il écrit ceci. « Au-delà des difficultés constatées depuis toujours en Israël, pour obtenir un gouvernement susceptible de mettre en place sa propre ligne politique et qui tienne aussi au mode de scrutin, à un tour, à la proportionnelle intégrale, ce qu'on vient de voir, cette situation, la situation d'aujourd'hui, témoigne également des difficultés de réaliser une société dont l'un des principes fondateurs est l'universel. » Il explique ceci. Derrière les difficultés que traduit ce vote, ou ces votes, une lumière apparaît et semble nous donner le chemin. C'est la lumière du retour à une tentative de construction de l'unité du pays. L'appel à un gouvernement d'union nationale est un appel qui a régulièrement été lancé en Israël. Or, réussir à faire converger les différentes tendances traditionnelles qui existent dans le pays n'est pas chose facile. Et il conclut en disant... Les difficultés de cette année à faire émerger dans le pays une force qui serait en mesure de gouverner et la situation de quasi-blocage actuelle à l'issue de ce scrutin de septembre témoignent peut-être que le temps de la restauration de l'unité est en marche. C'est intéressant, que la clé véritable de cette unité est un retour aux sources traditionnelles de la morale et de la pensée hébraïque, que les Hébreux se reconstituent en nation sur leur terre afin de permettre à toutes les composantes de la société, tout en préservant la spécificité et la singularité de chacune d'entre elles, de pouvoir participer ensemble à la vie démocratique du pays. Et il conclut en disant ceci, ce que je trouve assez admirable, quelqu'un qui pense comme ça depuis Paris, c'est pas toujours... peut-être que ce refus du peuple israélien d'attribuer aujourd'hui à une des forces en présence une majorité absolue pour lui permettre de gouverner le pays sans l'avis des autres rend compte de cette volonté de parvenir à trouver l'unité du pays pour réussir à faire converger l'ambition du projet d'Israël en tant que nation et sa réalité au quotidien et faire éclater la dimension universelle du peuple hébreu. Pas mal. Ishar Kohar. Et donc, quelque part, on pourrait dire avec Camus, que ce qui barre la route fait faire du chemin, et que cet obstacle, en fait, met à l'ordre du jour des enjeux bien plus élevés. C'est ce que vous disiez. Probablement. Écoutez, en tout cas, on arrive au terme de cette réflexion qui n'est pas terminée, qui est une réflexion, comme on dit en hébreu, badérer en chemin, parce que d'autres évolutions vont venir nous surprendre, et du bon côté, on l'espère. En tout cas, Shana Tova, merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine. Merci, Shana Tova.